Bonsoir. On va avoir une séance en deux parties aujourd'hui. Une première partie, ce sera la fin du chapitre qu'on avait commencé la fois dernière, donc le chapitre consacré à l'infini. Et puis, on aura une deuxième partie avec un nouveau chapitre qui se poursuivra dans les séances prochaines et qui est le rapport entre nature et culture, en grande partie chez les sophistes. Donc, pour terminer le chapitre sur l'infini, je vous rappelle d'abord ce qu'on avait acquis grâce à Zénon d'Élée. On avait vu que la manière dont on comprend habituellement Zénon, c'est-à-dire comme établissant des paralogismes pour essayer de venir au secours de la théorie de Parménide, donc en montrant que les étangs ne peuvent pas être multiples ni en mouvement. Bon, cette manière dont on le comprend d'habitude n'est sans doute pas la plus intéressante et n'est même probablement pas la plus adéquate par rapport au texte, puisque comme on l'avait vu, d'abord Zénon, quand il parle des étangs et qu'il prend des exemples, on voit bien qu'il parle des phénomènes, donc des corps sensibles, et que Parménide, au contraire, quand il parle de l'étang, ne parle pas de ça. Donc déjà, ce n'est pas le même objet qui est traité par les deux. Et d'autre part, on avait vu aussi qu'il y avait une interprétation mathématico-physique qui était beaucoup plus intéressante et qui consistait à dire qu'au fond, Zénon, ce qu'il veut surtout révéler, c'est à quel point on a besoin d'une théorie de la divisibilité infinie des corps et des grandeurs mathématiques, et quelles sont encore les difficultés résiduelles dans cette théorie. Donc on avait vu comment il montrait qu'on ne pouvait pas concevoir des corps et des espaces et des grandeurs géométriques qui soient composés d'insécables, et qu'il fallait étendre aussi cela au temps. Le temps lui-même ne pouvait pas être composé d'insécables, etc. Donc c'est probablement lire les raisonnements de Zénon, c'est vraiment une des manières de se plonger dans ce qui n'est même pas seulement une controverse, mais vraiment une recherche en train de se faire. On découvre des potentialités de l'infini, de la divisibilité, et on essaye de voir comment échapper à des difficultés. Donc c'est vraiment, on assiste à la découverte de ces difficultés et aux tentatives de les résoudre. Et comme on a vu, à partir d'Aristote, c'est résolu. Donc Aristote, c'est vers 350, 340, c'est résolu. Alors aujourd'hui, donc, je vais encore ajouter un auteur qui a particulièrement utilisé l'infini dans ses conceptions. Cet auteur s'appelle Anaxagore. Alors, sur votre tableau, plus ou moins temporel et géographique, vous voyez qu'il vient de Clazomène, qui est une cité d'Asie mineure. Donc il vient de l'est de la Méditerranée, mais il est connu pour avoir vécu à Athènes et pour avoir été proche de l'entourage de Périclès. Et c'est probablement d'ailleurs grâce à ça qu'il a échappé à une condamnation pour impiété qui était probablement due au fait qu'il avait, parmi toutes ces théories cosmologiques, il avait proposé que les astres soient faits d'une matière incandescente. Et c'était une impiété puisque les astres sont assimilés à des dieux. Alors, c'est vrai qu'on peut, c'est peut-être pas la peine de revenir sur cette bizarrerie que Athènes semble avoir été tellement en retard sur ces questions-là, alors que pour tout le reste, la liberté de parole était tellement étendue. Donc, même chose pour Socrate quelques années plus tard. Mais peut-être que, effectivement, dans un cadre d'extrême liberté de parole politique, sociale, même morale, il y a certaines contractions sur certaines autres choses, et là, c'est la religion de la cité, voilà. Bon, toujours est-il que Anaxagore propose une théorie cosmologique qui a très vite suscité des objections, de telle manière qu'il n'a pas eu des successeurs très, très enthousiastes, il n'a pas eu vraiment il n'a pas fait école, mais il a tout de même apporté certaines choses, disons, si on le met en tout cas en parallèle avec les atomistes. Alors, il vient un petit peu plus tôt que les atomistes, et il conçoit comme eux un univers infini, avec création de mondes divers, dont le nôtre n'est qu'un exemplaire parmi une infinité d'autres. Mais ce qui le distingue particulièrement des atomistes, c'est qu'il n'admet pas le vide, et donc il ne considère pas qu'on a une infinité de petits éléments qui se meuvent dans le vide, comme chez les atomistes, mais on a une infinité d'éléments qui sont continus entre eux. Donc, la matière est continue dans l'univers infini tout entier. Il n'y a pas de vide entre des interstices de matière. Alors, la matière, néanmoins,
est formé d'une diversité, pour ainsi dire, infinie de sortes de choses, mais ces sortes de choses, qu'on peut appeler éventuellement, bon, pour leur donner un nom, nous, hein, lui ne les nomme pas, mais pour leur donner un nom, on peut dire éventuellement des corpuscules, ne sont pas des insécables. Hein, ils sont eux-mêmes divisibles à l'infini. Et donc, ce qu'il va comparer, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et vous allez voir que on a parfois l'impression qu'il joue un peu avec ces deux dimensions, mais peut-être qu'on peut le comprendre exactement de la manière dont on a compris Zénon d'Élée, c'est-à-dire comprendre qu'il découvre des difficultés, et notamment que l'infiniment grand et l'infiniment petit n'ont peut-être pas les mêmes propriétés, qu'on ne peut pas en dire la même chose. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans ces quelques fragments. Alors, je vous lis le premier. Toutes choses étaient ensemble, infinies en nombre et en petitesse. Donc vous voyez déjà, infini en nombre, donc il y a un nombre infini de corps et de parties des corps. L'univers n'a pas de limite en grandeur. Donc c'est l'infiniment grand, si on veut. Et en petitesse, hein, donc les choses sont infinies en petitesse, donc on peut toujours les diviser et aller plus loin dans la division. Car le petit aussi était infini. Donc pas moyen d'arriver à un plus petit, à un ultime petit. Et toutes choses étant ensemble, nul n'était perceptible du fait de sa petitesse. Donc toutes les choses en fait étaient mêlées, il n'y avait pas de distinction entre des corps de types différents. C'est un certain état de l'univers, hein, ce qui est décrit ici, c'est un certain état de l'univers situé dans un passé indéterminé où les choses n'étaient pas encore distinctes les unes des autres, les corps n'étaient pas encore distincts les uns des autres, tout était indistinct. Bon, je poursuis d'abord le fragment. Car l'air et l'éther contenaient tout. L'air et l'éther, donc c'est justement ce qui sert d'enveloppe, puisqu'il n'y a pas de vide. Quand on a l'impression qu'il y a du vide entre des corps, c'est qu'il y a de l'air ou de l'éther, c'est-à-dire l'éther, c'est ou bien du feu ou bien de l'air extrêmement chaud. Donc c'est une sorte d'élément intermédiaire entre l'air et le feu. Étant tous deux infinis. Donc vous voyez déjà qu'il y a des sommes d'infinis, hein. Il y a des infinis qui s'additionnent les uns aux autres, car ils se trouvent dans toutes les choses, donc dans toutes les choses différentes, à partir du moment où on pourra les distinguer, il y aura de l'air et de l'éther. Hein, dans toute chose, il y a de l'air, dans toute chose, il y a de l'éther. Les plus grands, à la fois par le nombre et par la taille. Donc l'air et l'éther, ce sont les éléments qui dominent, qui sont les plus nombreux, et donc qui l'emportent sur tous les autres. Mais déjà, vous pouvez avoir le soupçon d'une objection à adresser à Anaxagore, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut dire que si toutes les choses sont chacune infinies, pourquoi est-ce qu'il y en a qu'on peut dire plus nombreux que les autres? Comment est-ce qu'un infini peut être plus nombreux que les autres? Hein, si toutes choses sont infinies et qu'on dit mais l'air et l'éther sont en plus grand nombre, c'est étrange déjà. Est-ce qu'un infini peut être plus grand qu'un autre? Bon, je vous dis tout de suite, malheureusement, on a des fragments assez limités d'Anaxagore. Non seulement on n'en a pas beaucoup, mais en plus ils sont tronqués. Et il y a très très peu d'auteurs qui ont explicité Anaxagore. Apparemment, il a été tout de suite très mal compris. Donc bien souvent, on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'explication. Alors on suit avec le troisième fragment, enfin le numéro 3. Car dans le plus petit n'existe pas. Ça c'est clair, hein, on peut pas arrêter la division, mais il y a toujours un encore plus petit. Et là il y a une parenthèse peut-être un peu difficile à comprendre au premier abord, car il n'est pas possible que les temps ne soient pas. On peut se demander, mais quel est le rapport, hein? Pourquoi il dit ça? Pour justifier qu'on peut toujours diviser. Il n'est pas possible que les temps ne soient pas. Alors une possibilité, c'est qu'il parle du vide, justement. C'est-à-dire qu'ils disent, on ne peut pas dire le vide existe, parce que si on dit le vide existe, c'est comme si on disait le non-étant est. C'est une manière de dire le non-étant est un étant, si on dit le vide existe. Et donc je pense que c'est une négation du vide dans cette parenthèse. Donc on peut toujours diviser les corps, et donc on a toujours du corps. Il n'y a jamais un moment où on arrive à des insécables, or les insécables sont, eux, séparés par du vide. Mais là, comme on a toujours du continu, toujours de la matière continue, où qu'on aille, on a de la matière, donc il n'y a pas de vide. Mais dans le grand aussi, il y a toujours un plus grand. Donc, même chose dans l'autre sens, on n'arrivera pas à la limite de l'univers, où que ce soit, il est illimité. Et il est égal au petit en quantité,
tandis que par rapport à elle-même, chacune ou chaque chose est à la fois grande et petite. Donc c'est là que je disais qu'il a l'air de jouer un petit peu avec ces concepts. Bon. Il est égal au petit en quantité parce que justement, quel que soit le type de matière qu'on considère, il n'y en a ni plus ni moins que des autres puisqu'elles sont toutes infinies. Donc le plus grand est égal au plus petit en quantité puisqu'il y en a chaque fois une infinité. Et que vous preniez le plus petit corps possible ou le plus grand, ce sont deux infinis. Chacun renferme un infini. Donc, d'une certaine manière, en le considérant de cette façon-là en tout cas, ils sont égaux. Chacun est infini. Donc, voilà, un infini n'est pas plus grand que l'autre. Alors qu'au fragment précédent, il venait de nous dire justement que l'air et l'éther étaient plus grands par le nombre que les autres corps. Donc en fait, il joue un peu, c'est-à-dire ça dépend de quel point de vue on se place. Si on dit l'air et l'éther englobent tout, se trouvent partout, ben il donne l'impression d'être plus étendu ou plus nombreux. Si au contraire on les considère en tant qu'infinis, on dit ben, cet infini-là vaut un autre infini, tout infini est tout aussi infini, donc ils sont tous égaux. Voilà, c'est un peu cette découverte de ce qui paraît être des propriétés de l'infini. Et alors, par rapport à elle-même, chacune est à la fois grande et petite, c'est la même chose. Si on considère une chose quelconque, un corps quelconque, par exemple ceci, bon, si on le prend comme un ensemble, il est fini, c'est un corps fini. Mais si on le considère dans sa composition, il est d'une composition infinie, il est infiniment divisible. Donc c'est à la fois infini et un infini, ce corps. Il est à la fois infini et un infini. Et donc, en tant que... si on dit comme corps fini, je le compare à son infinité, il est plus petit que son infinité, puisqu'il est fini par rapport à un infini. Si je dis ce corps-ci, en le considérant dans ses limites, comme un corps fini, il est plus petit que son infinité, la sienne. Donc par rapport à lui-même, il est plus petit, puisqu'il est fini et son infinité est infinie. Mais à l'inverse, si je le considère donc comme infini, dans son infinité de division, je peux dire qu'il est plus grand que lui-même, puisqu'il est plus grand que le corps fini que je considère dans un aspect voilà, de corps limité. Vous voyez, donc là aussi, il donne l'impression de jouer un peu avec ces infinis. Alors pourquoi est-ce qu'il avait conçu maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait conçu que toute chose devait être dans toute chose, c'est-à-dire toute chose devait être composée de tous les types de matières existants. Donc, en fait, à partir du moment où il y a eu la séparation, dont il va parler, la distinction des choses les unes avec les autres, donc après cette période où tout est indistinct, chaque fois qu'un corps s'est distingué des autres, en fait, il contenait tous les types de matières dans une proportion infinie. Et pourquoi est-ce qu'Anaxagore dit que tout doit être contenu dans tout? C'est parce qu'il observe que les corps se nourrissent de n'importe quelle chose et les transforment en autres. Par exemple, typiquement la nutrition, que ce soit des animaux ou des plantes, n'importe quoi qu'on absorbe se transforme en nos tissus, en nos divers tissus. Alors il pose la question, c'est le fragment 10, comment se pourrait-il qu'à partir de non-cheveux soit produit du cheveu et de la chair à partir de non-chair? Donc comment se fait-il qu'on mange une banane et puis ça se transforme en eau, en cheveux, en sang, en chair? Bon. Voilà, c'est que dit-il, dans la banane, il y avait déjà tout ça. Voilà, c'est la seule explication qu'il trouve au fait qu'on puisse se nourrir et transformer en de toute autre matière. Donc il met le tout dans toute chose. Et donc, on peut enchaîner avec le fragment 11. En toute chose se trouve une partie de tout, sauf de l'intelligence. Donc voilà quelque chose de nouveau, quelque chose qui est à part. Mais il y en a certaines qui ont aussi de l'intelligence. Donc à côté des corps, il conçoit qu'il existe quelque chose qu'il appelle de l'intelligence, qui se trouve seulement dans certains corps. Alors en comparant avec d'autres témoignages, on apprend que ce sont les animaux. C'est-à-dire que les animaux possèdent de l'intelligence, et il ne faut pas le prendre au sens trop étroit de la pensée ou de la raison, c'est au sens surtout du principe de mouvement. On va découvrir que cette intelligence est, pour toute chose dans le cosmos d'Anaxagore, c'est le principe de mouvement. Et donc dans les animaux, c'est un principe interne, parce que
leur corps possède de ces corpuscules, si vous voulez, d'intelligence. Et donc, on a le principe de mouvement, les animaux ont le principe de mouvement à l'intérieur d'eux. En revanche, toutes les choses inanimées doivent avoir un principe de mouvement extérieur, elles ne l'ont pas à l'intérieur d'elles-mêmes, et c'est pourquoi il dit que l'intelligence ne se trouve à l'intérieur que de certaines choses. Dans certains corps, il n'y a pas du tout de ces parcelles d'intelligence, et donc à ce moment-là, celles-là ont besoin, pour être mues, d'un moteur extérieur. Et ce moteur extérieur, ce sera quoi? Eh bien, c'est une intelligence cosmique, c'est-à-dire que dans tout le cosmos, il y a ce principe de mouvement qui existe, on dirait maintenant une énergie, ou peu importe comment on l'appellerait, lui il l'appelle une intelligence. Bon, il ne faut pas le prendre de manière trop anthropomorphe. C'est un principe de mouvement. Donc, les choses sont mues ou de l'extérieur si elles sont inanimées, ou de l'intérieur si ce sont des vivants, ou les deux, les vivants pouvant être à la fois mus de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc, ce principe de mouvement, c'est lui qui a mis fin à cette période d'indistinction totale de toutes les choses de l'univers. Donc, à un certain moment, justement, l'intelligence qui se trouvait dans l'univers a commencé à imprégner un mouvement à toutes les choses et les a de cette manière séparées les unes des autres. C'est le mouvement qui fait séparation. Et donc, cette séparation est à la fois physique et qualitative, donc permet aussi que chaque chose se qualifie d'une manière différente, s'identifie d'une manière différente des autres. Donc c'est l'apparition des différences. Ça vous fait peut-être penser d'ailleurs à un système qu'on a vu lors des premières séances, qui était celui de l'apeiron d'Anaximandre. Donc de la même façon, chez Anaximandre, il y avait l'idée de ce qui est originel, c'est l'indistinct, c'est l'indéfini, l'indéterminé, l'indistinct, et puis il y a des corps particuliers, des corps définis, qui ont une identité propre, qui progressivement s'en détachent, s'en distinguent, et donc acquièrent leur identité. Bon, c'est un peu la même logique. D'ailleurs, bon, très probablement, Anaxagore connaissait la théorie d'Anaximandre qui le précède, mais il la modifie donc sur les points qu'on vient de voir. Et donc, il nous reste à voir ce qu'a réalisé cette intelligence au niveau du mouvement cosmique. Lorsque l'intelligence a commencé à mouvoir, elle s'est séparée du tout en mouvement, donc de tout ce qu'elle mettait en mouvement, et tout ce que mouvait l'intelligence fut séparé. Et le mouvement circulaire, enfin du moins on suppose que c'est un mouvement circulaire, c'est pas très clair le terme utilisé, mais on suppose que c'est un mouvement circulaire parce qu'il dit que c'est aussi celui des astres de notre système solaire, donc bon, on suppose que voilà, donc ça doit être circulaire par conséquent. Donc le mouvement circulaire des choses mues et séparées rendait beaucoup plus forte la séparation. Donc on voit qu'à partir d'un petit mouvement à un endroit, ce mouvement s'entretient et grandit du fait justement que les choses s'éloignent de plus en plus. Il y a aussi l'idée d'un éloignement de plus en plus les unes des autres. Et de ce fait-là, donc à la fois elles acquièrent leur identité propre et elles se séparent physiquement. C'est un peu la même chose d'ailleurs dans les tourbillons des mondes chez certains atomistes. Ils disent aussi que ça commence par un petit mouvement tourbillonnaire, et puis petit à petit, ça prend de l'ampleur, ça sépare de plus en plus, il y a des agrégats qui se forment pendant ce temps, et ça forme des systèmes solaires. Donc voilà pour cette étrange théorie d'Anaxagore. Bon, alors étrange, pas du point de vue du continu, parce qu'une matière continue, effectivement, c'est une des deux conceptions en lice, comme on le sait depuis le début du 5e siècle. Mais là, il y a une critique d'Aristote, notamment, sur cette bizarrerie de faire apparaître le mouvement à un certain moment dans l'univers, alors qu'il n'était pas là auparavant. Et Aristote dit, mais pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi l'intelligence ne faisait rien jusque-là, ne mouvait rien jusque-là, pendant une éternité sans doute, puisque l'univers est éternel. Bon. Pourquoi elle ne mouvait rien? Tout était indistinct, et puis tout à coup, elle a commencé à mouvoir. Ça n'a pas de sens pour lui. Ou alors il fallait en indiquer la raison, et apparemment il ne l'a pas trouvé chez Anaxagore. Alors il y a d'autres auteurs qui ont essayé d'expliquer qu'en fait, il ne fallait pas le voir comme une étape chronologique vraiment, mais comme une manière pédagogique d'exprimer quelque chose qui se passe en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a discrimination de certaines choses, il y a une distinction d'autres. Donc exactement comme dans le système d'Anaximandre, en même temps qu'il y a le tout indistinct qui continue à exister, l'apeiron existe toujours, en même temps certains corps s'en détachent. Donc ça, on pourrait le comprendre aussi comme ça. Et alors la critique de Socrate et Platon, en tout cas de Socrate dans les œuvres de Platon, c'est que
alors qu'il appelle son principe de mouvement intelligence, il ne lui donne aucune caractéristique qu'on attend d'une intelligence. Et Socrate se dit très déçu, c'est dans le Phédon, il raconte que, ce qui est probablement une fiction de la part de Platon, il se serait intéressé à la théorie d'Anaxagore, il se serait intéressé d'ailleurs à différentes théories physiques, et puis il aurait été déçu parce qu'on ne dit absolument pas pourquoi cet ordonnancement-là de l'univers a été choisi par cette intelligence. Or il dit, si c'est une intelligence qui a choisi, elle a dû viser le meilleur. Elle n'a pas choisi n'importe quoi comme mouvement de création des mondes. Ce n'est pas la création de l'univers entier, mais des mondes au sein de cet univers. Donc, si c'est une intelligence, elle doit agir en vue de quelque chose, et d'ailleurs, le plus logiquement, en vue du meilleur. Et donc, c'est l'idée de providence, qu'elle soit divine ou pas, c'est l'idée de providence, que le monde est fait en vue du meilleur. Et donc, voilà, Socrate donc, se serait détourné des études physiques parce qu'il ne voyait jamais qu'on disait les choses sont en vue du meilleur. Donc, cette idée de finalité qui lui manquait. Et d'ailleurs, il y a un disciple d'Anaxagore qui s'appelle Diogène d'Apollonie, donc ce n'est pas le Diogène cynique, qui a ajouté juste ça, qui a ajouté juste ce petit morceau qui manquait à Socrate. On ne sait pas si c'est pour faire plaisir à Socrate, et qui a ajouté que l'intelligence ordonnait le monde en vue du meilleur, et que donc ce monde est le meilleur des mondes possibles. Donc par conséquent, à partir de ce moment-là, on a une justification de l'ordre des choses. Mais ce n'était pas du tout le propos d'Anaxagore. Il n'y a pas chez Anaxagore l'idée de justifier que les choses sont bien comme elles sont. Elles sont comme elles sont parce qu'il y a ce mouvement et que les particules se mettent dans un certain sens, etc. Et on pourrait tout aussi bien, nous on appellerait ça le jeu du hasard et de la nécessité. Elle se trouve là, alors ça forme quelque chose, elle se trouve ailleurs, ça forme autre chose, et la nécessité de la matière a lieu. Donc c'est exactement comme chez les atomistes. L'esprit général est le même que chez les atomistes, mais avec cette différence que on a la matière continue et donc la divisibilité à l'infini. Voilà, je clôt là ce chapitre. Si vous voulez éventuellement un petit échange de questions avant de passer au suivant, ou sinon on repousse tout à la fin, c'est égal. Bon, on pourra toujours se rattraper. J'enchaîne alors sur le chapitre suivant. Et donc le chapitre suivant, il va nous prendre plusieurs séances. C'est un apport vraiment extrêmement précieux des sophistes d'avoir réfléchi de manière philosophique, il faut vraiment dire de manière philosophique, sur l'apparition des institutions humaines, sur leur apparition, sur leur formation et sur le rapport entre ces institutions humaines et la nature. Alors la nature comprise ou bien de manière tout à fait générale, ou bien au sens d'une nature humaine. On verra qu'il y aura justement beaucoup de nuances et beaucoup de possibilités qui sont apportées donc, dans la deuxième moitié du 5e siècle et la première moitié du 4e. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là cette interrogation? Parce que, en grande partie, parce que le 5e siècle, ça a été un siècle où beaucoup d'explorateurs ou de historiens, mais historia, ça veut dire l'enquête, donc c'était des enquêteurs à la fois géographiques et historiques au sens actuel du terme. Donc beaucoup d'enquêteurs, de voyageurs sont partis visiter d'autres cultures et sont venus rapporter toutes les coutumes étranges, toutes les manières de faire, toutes les institutions extrêmement différentes qu'ils pouvaient trouver dans les différentes cultures. Toute culture barbare, donc je vous rappelle que c'est très important que pour les Grecs, les barbares sont tous ceux qui ne parlent pas grec. Il n'y a absolument aucune conception politique ou d'organisation sociale derrière ce mot. C'est-à-dire que ce soit une organisation clanique de tribus ou un empire extrêmement structuré et hiérarchisé, ce n'est pas ça qui détermine qu'on va les appeler des barbares ou des sauvages, etc., comme maintenant on le distingue. Ils parlent grec ou ils ne parlent pas grec? Bon, ils ne parlent pas grec, c'est des barbares, c'est tout. Et donc, ce n'est pas non plus extrêmement péjoratif comme terme. Faut le prendre comme eux le prenaient, bien sûr. Et donc, évidemment, on découvre ce relativisme des coutumes, ce relativisme des cultures, des institutions, des lois. Ce qui est interdit chez les uns est au contraire valorisé chez les autres. Donc, on se dit, mais est-ce qu'il existe certaines institutions humaines qui ne soient pas relatives à une culture, qui soit naturelle, qui correspondent à la nature? Est-ce que la nature nous enjoint certaines
institution ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un droit qui est plus naturel que les autres? Ça c'est la grande question à laquelle ils essayent de répondre. Et le premier auteur dont on peut découvrir l'œuvre à ce propos, c'est le plus intéressant pour nous parce qu'on a trouvé 2 grands fragments de son œuvre sur un papyrus. Donc c'est papyrus d'Oxyrhynchus. Oxyrhynchus, donc c'était une cité grecque puis romaine d'Égypte, mais qui ne se trouvait pas trop près du Nil, donc pas affectée par les crues, et donc où on pu se conserver des papyrus au sec, dans le sable, jusqu'à ce qu'on les découvre au XIXe siècle. Fin du XIXe siècle, on découvre en fait ce qui était une décharge où les gens jetaient en fait tous leurs vieux papiers, tous leurs vieux tessons, etc. Et donc c'est formidable aubaine pour les archéologues, les philologues. On a retrouvé des pièces entières, des tragédies, des comédies dont on connaissait les auteurs par ailleurs, mais on n'avait pas ces pièces-là. Donc ça a été une découverte extraordinaire. Et malheureusement, on n'a retrouvé que 2 fragments du sophiste Antiphon, puisqu'il s'agit de lui, en fait, qui permettent quand même de donner un aperçu plus important que ce qu'on connaît des autres sophistes. Parce que malheureusement, comme vous le savez sans doute, des sophistes, on n'a aucune œuvre entière. On n'a que les allusions que Platon en donne de manière, comme on sait, plus ou moins partielle, ou alors des fragments minimes, comme on a vu chez Protagoras, 2 lignes par-ci, 2 lignes par-là, c'est tout. Donc on va découvrir ce fragment d'Antiphon. Alors comment présenter Antiphon d'abord? Antiphon, c'était un nom qui était courant à cette époque. On est à l'époque de Périclès. Et on ne sait pas trop si il faut considérer comme la même personne plusieurs antiphons dont on a des témoignages d'œuvres tout à fait distinctes. Il y avait un antiphon qui était orateur principalement judiciaire, donc il faisait des plaidoyers, il vendait d'ailleurs des plaidoyers, ou orateur politique, donc là aussi il pouvait éventuellement vendre des discours à présenter à l'Assemblée. Donc il y a un antiphon orateur, et celui-là, il est assez connu historiquement parce qu'il aurait été le maître en rhétorique de Thucydide. Alors Thucydide, c'est le grand historien de la guerre du Péloponnèse. Guerre du Péloponnèse, c'est de 431 à 404. Donc c'est une guerre qui a enflammé, pour ainsi dire, toutes les cités de la Grèce, qui a été extrêmement épuisante pour ces cités, et qui était principalement au départ entre Athènes et Sparte. Et puis avec tous leurs alliés. Pendant cette guerre du Péloponnèse, en 411, Athènes a vécu en plus un coup d'État oligarchique. Donc Athènes était démocratique, et il y a eu ce qu'on a appelé les 400, une révolution, enfin c'est un coup d'État, de 400 personnes qui voulaient établir un régime oligarchique à Athènes. Donc oligarchique, ça veut dire que un petit nombre de personnes gouvernent, sans référence à une aristocratie, donc au fait qu'ils soient d'une certaine lignée, d'un certain ensemble de familles, mais simplement parce qu'ils prennent le pouvoir et c'est tout. Et c'était en même temps des gens qui avaient pris le parti de Sparte, donc ils étaient en même temps traîtres dans la guerre, traîtres à Athènes, mais ça n'a duré qu'1 an, heureusement. La démocratie a été rétablie en 410 à Athènes. Et cet Antiphon, donc l'orateur, aurait fait partie de cette révolution des 400. Donc, par contre, on sait qu'il y a eu d'autres Antiphons encore, un poète tragique, donc un auteur de tragédie, un interprète des rêves, un devin, alors c'est peut-être le même, devin et interprète des rêves, c'est probablement le même. Et puis, alors ce qui est aussi tout à fait étonnant, un logothérapeute. Un logothérapeute, c'était quoi? Eh bien, c'était quelqu'un qui soignait les maladies psychiques par la parole. Eh oui, ça existait déjà à l'époque. Ouais. Alors, est-ce que on ne sait pas donc si certains de ces différents personnages se recouvrent ou pas, si certains sont les mêmes ou pas. Bon, dans certains cas, ce n'est pas très important, mais dans le cas de notre Antiphon le sophiste, auquel j'arrive enfin, dans le cas de notre Antiphon le sophiste, c'est quand même important de savoir si c'est le même que cet orateur qui a participé au coup d'État oligarchique. Parce qu'un sophiste oligarque
ça n'est pas banal. On sait bien que les sophistes, ils sont liés à la démocratie. Ils sont vraiment profondément liés à la démocratie, puisque tout l'art de leur discours, et donc leur gagne-pain, s'épanouit dans un système où il faut tout le temps prendre la parole, proposer des arguments, défendre une thèse, persuader les autres de voter pour cette thèse. Et donc, c'est là qu'eux, ils s'épanouissent, les sophistes. Ils s'épanouissent en démocratie. En oligarchie, ils n'auraient plus grand-chose à faire, puisque ce serait une sorte de dictature d'un petit groupe. Ils n'auraient plus de discours à faire. Donc, qu'un sophiste soit en même temps oligarque, c'est assez étonnant. Et donc, bon, moi, je plaiderais plutôt pour la séparation des deux personnages. Mais bon, voilà, c'est une des controverses auxquelles s'amusent les spécialistes. Donc l'Antiphon, le sophiste, on le connaît, mis à part ces papyrus, on le connaît par Aristote qui fait une ou deux allusions, et notamment, c'est celui qui avait essayé de résoudre la quadrature du cercle par des moyens non géométriques. Donc, des moyens non géométriques, puisque lui, il proposait d'inscrire dans un cercle un polygone dont on multiplierait tellement les côtés qu'à force d'arriver à un nombre tellement grand de côtés, eh bien, chaque côté se confondrait avec un arc de cercle. Il n'y aurait plus de différence entre un côté, une ligne droite et un arc de cercle. Tellement il y aurait un nombre important de côtés. Et donc, il pensait qu'à un moment, bon, ça s'ajuste et ça suffit comme ça. Et Aristote lui dit, mais ça, c'est pas du tout une manière géométrique de résoudre le problème, puisque en géométrie, il est bien établi que une droite ne peut toucher un arc de cercle que par un seul point. Donc, en aucun cas, une droite ne peut se confondre avec un arc de cercle. C'est impossible. Et donc, mais simplement, c'est une résolution typique des sophistes, parce que eux, ce sont des pragmatistes. Ce sont des gens pragmatiques. Ce qui les intéresse, c'est toujours le résultat. Est-ce que ça suffit pour le résultat? Si je veux appliquer ça à un corps physique, de toute façon, ça me suffit amplement. Parce que dans les corps physiques, il n'y a rien. Vous savez, il n'y a aucune ligne qui se touche que par un point dans les corps physiques. C'est strictement impossible. Ce n'est pas aussi précis. Donc, ça suffit. Pour ce dont on a besoin, ça suffit. Et on a l'impression que les sophistes, c'est souvent comme ça. Ce qui est important, c'est d'être opportun pour ce dont on a besoin à ce moment-là. Ce n'est pas d'établir des vérités éternelles, comme les vérités mathématiques. Donc voilà un aspect d'Antiphon. Alors on va attaquer maintenant cet aspect principal, où, alors malheureusement, le papyrus, il est quand même un petit peu abîmé. Donc là, on commence après une lacune dont on ne connaît pas l'importance. Il manque des mots ou des phrases. Et à certains endroits, il a fallu que l'éditeur devine, rajoute... en devinant les mots ou les parties de mots qui manquaient ou qui étaient effacées parce que le papyrus était abîmé. Donc c'est tout de même, parfois on hésite sur le sens d'un mot. Enfin, ça donne quand même, l'ensemble donne quand même, vous allez voir, quelque chose de très clair. Donc je commence à lire la justice. Et je vous ai mis en grec quelques mots parce que c'est pour voir aussi l'évolution du sens des mots, parce qu'entre justice, droit, loi, etc., c'est bien de savoir un peu comment les mots évoluent, comment ils sont utilisés par les uns et les autres. Donc la justice, c'est dikaiosune, c'est la justice ou bien au sens judiciaire du terme, justice des tribunaux, l'institution judiciaire, ou bien la justice au sens moral. Ça peut être les deux, ce mot-là. Donc la justice consiste à ne pas enfreindre les usages de la cité où l'on est citoyen. Et les usages, donc, c'est nomima, ce mot-là est formé sur nomos. Donc, au départ, on a le mot nomos, qui lui-même vient d'un verbe, nemo. Et le verbe nemo veut dire répartir, distribuer, partager. Donc en fait, le nomos, au départ, c'est ce qui est réparti ou partagé entre tout le monde. Et en fait, ça désigne d'abord la coutume, ce qui est commun, ce que tout le monde fait de la même manière, ce qui est commun à tout le monde, ce que tout le monde partage. On partage les mêmes coutumes dans une certaine communauté, on partage les mêmes coutumes, on partage les mêmes idées, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. C'est tout ça le nomos. Donc au départ, c'est vraiment le plus proprement la coutume. Et nomimos, donc qu'on a ici dans le texte, c'est au départ l'adjectif. C'est un adjectif donc qui est ce qui correspond à la coutume, ce qui est coutumier, ce qui correspond à la coutume. Bon, donc ici, on a traduit par les usages, donc je traduis, enfin,
c'est un texte dont je n'ai pas adopté une traduction toute faite, enfin je veux dire, je l'ai complètement refaite, donc je justifie la mienne. Nomos, c'est traduit par coutume, et nomimos par les usages. Hein, donc c'est les usages correspondant à la coutume établie d'un certain peuple. Donc la justice consiste à ne pas enfreindre les usages de la cité où l'on est citoyen. On voit d'après cette référence à la cité qu'il s'agit des usages établis donc, par l'ensemble des lois et que la justice considérée ici, c'est la justice donc, qui est sanctionnée par la loi, hein, au sens de sanctionner par la loi. Par la suite, il y en aura d'autres sens. Donc, ainsi donc, un homme observera le plus avantageusement la justice s'il suit les lois, hein, cette fois-ci c'est nomus, quand il est en présence de témoins, et s'il suit les usages de la nature quand il est seul. Donc, alors, les usages, c'est le nouveau nomima, hein, donc s'il suit les nomima de la nature quand il est seul. Donc il y a aussi des nomima de la nature. Hein, le nomos, n'est pas seulement issu de la loi, il est aussi de la nature. Et donc qu'est-ce que ce sera? Car les usages des lois sont institués, tandis que ceux de la nature sont nécessaires. Les usages des lois, ils sont institués, entendez, arbitrairement, hein, conventionnellement. C'est cela qui est relatif. On peut instituer cela ou d'autres. Ces usages-là ou d'autres, voilà, c'est simplement la convention ou l'histoire d'un certain peuple qui a fait qu'ils se sont établis et pas d'autres. Tandis que ceux de la nature, ils sont nécessaires. Il n'y a qu'un seul usage de la nature et il est nécessaire. Vous allez voir quel type de nécessité il entend. Donc, ceux des lois reposant sur un accord, c'est le verbe homologeo, donc vous voyez, hein, homologuer, hein, littéralement, ça veut dire des choses semblables. Donc c'est se reconnaître entre soi, s'accorder entre soi sur des choses semblables. Donc, il résulte d'un accord. Les usages des lois résultent d'un accord. Ils ne sont pas innés. Tandis que ceux de la nature, étant innés, ne reposent pas sur un accord. Celui donc qui enfreint les usages à l'insu de ceux qui ont passé l'accord échappe à la honte et au châtiment. C'est pour ça que il faut respecter les usages de la cité quand on est devant témoin, parce que sinon, on va subir le châtiment ou la honte. Mais si on est seul, la loi de la cité ne peut rien contre nous. Si on fait quelque chose, si on enfreint une loi, mais que personne ne le remarque, eh bien, il ne va rien nous arriver. Et c'est ça la grande différence avec la nature. Parce que, donc, on échappe au sentiment, mais pas s'il est découvert, tandis que pour ceux qui sont innés par nature, si l'on fait violence à ce qui est possible, même à l'insu de tous, on n'en subira pas moins le mal, hein, et c'est vraiment le mot mal, hein, kakon, c'est un mal, quoi, au sens général, on va subir des maux, et même si tous le voient, on n'en subira pas un mal plus grand, car le dommage ne vient pas de l'opinion, mais de la vérité. Donc vous voyez l'opposition hein, entre ce qui est conventionnel, d'une part, bah là, si ça échappe au regard, il n'y a pas de conséquences, mais ce qui est du ressort de la nature, si on le transgresse, eh bien, qu'il y ait des gens autour de vous ou pas, ça ne changera rien. Le mal, on va le subir. Et donc, on peut déjà voir ce qu'il entend par ces usages de la nature qui sont des nécessités. C'est enfreindre ce qui est possible, dit-il. Si on fait violence à ce qui est possible, ça veut dire quoi, par exemple? On sait tous qu'il n'est pas possible pour nous de franchir un précipice en volant. Et si on se disait, je veux essayer, moi je veux enfreindre n'importe quoi, je ne reconnais aucune contrainte, j'essaye, eh bien, on va subir immédiatement le mal, évidemment. Hein, c'est ça la nécessité de la nature, c'est ça. Alors lui, il ne l'appelle pas loi de la nature, du moins pas dans ce texte. Il n'appelle pas ça une loi de la nature, mais il l'appelle quand même un usage de la nature, c'est-à-dire que les hommes ont très vite compris et pris pour usage et coutume ce qui était possible, enfin, ce qui était nécessaire pour la nature, c'est-à-dire ce qui était nécessaire pour leur survie. Donc tout ce qui est nécessaire pour la survie, ce sont des usages naturels. On les a adoptés de manière naturelle, ces usages-là. Et vous voyez aussi que l'opposition convention-nature est mise en parallèle avec opinion-vérité. Du côté de la nature, c'est la vérité. Là, il y a une vérité, et vérité au sens de non relative. Une vérité non relative, c'est vrai partout et pour tout le monde. Pour tous les hommes, c'est pareil, on ne peut pas franchir un précipice en volant. Tandis que pour tous les hommes, ce n'est pas pareil, je ne sais pas, moi, de pouvoir mentir
ou blasphémer, ou que sais-je. Alors, pour approfondir encore cette dimension naturelle, je vous propose d'aller voir au verso de cette feuille le 3e paragraphe, qui est un extrait d'une autre page de papyrus, mais qui permet de préciser cette idée de nature. Puis on reviendra à notre premier extrait. Donc, par nature, Grecs et barbares, nous sommes constitués de la même façon. Les choses nécessaires par nature sont les mêmes pour tous les humains, et à tous, il est possible de se les procurer. Nous respirons tous l'air avec la bouche et le nez. Et là, il y a de nouveau une longue lacune qui est comblée par encore un autre papyrus que je vous lis parce que je ne l'avais pas encore à ce moment-là. Un autre papyrus qui dit ceci. Donc c'est vraiment la suite. Hein. Nous rions quand nous sommes joyeux, nous pleurons quand nous souffrons, nous entendons les sons, nous voyons par la lumière, nous travaillons avec les mains et nous marchons avec les pieds. Bon, donc voilà encore une série de similitudes entre tous les humains, grecs ou barbares, ça ne change rien. Et vous voyez que cette similitude, elle est évidemment d'abord physique, hein, nous avons les mêmes organes, mais aussi elle est émotionnelle parce que nous avons les mêmes émotions. Nous nous réjouissons et rions, ou bien nous souffrons et pleurons. Donc les émotions sont aussi les mêmes et elles rapprochent tous les hommes universellement. Et ça, c'est la nature. S'il y a bien quelque chose de naturel, c'est ça. C'est la constitution physique, ce qu'elle permet de faire, toutes les fonctions que permettent de faire nos organes, et les émotions hein, que nous pouvons ressentir à la souffrance ou au contraire à la joie. Donc je retourne au recto. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était la nature et les coutumes qui sont adaptées à la nature, donc qui favorisent ce que nous dicte la nature, on va voir de nouveau le contraste. L'examen révèle que la plupart des choses justes selon la loi, donc les choses justes c'est dikaion, donc c'est un rapport avec diké, hein, la justice, ce qui est juste selon la loi, sont posés en conflit avec la nature. En effet, on a établi légalement pour les yeux ce qu'ils devaient et ne devaient pas voir, pour les oreilles ce qu'elles devaient et ne devaient pas entendre, pour les mains ce qu'elles devaient faire et ne pas faire, pour les pieds où ils devaient aller et ne pas aller, et pour l'esprit, ce qu'il devait désirer et ne pas désirer. Donc il faut prendre l'esprit ici au sens large aussi, hein, incluant les émotions, les désirs. Et donc par rapport à ce qu'on vient de voir, la nature nous a donné des organes, les mêmes à tous les humains, elle nous a donné des fonctions qui vont avec ces organes, qui ont des conditions naturelles d'expression, hein, donc par exemple la vision, sa condition naturelle c'est qu'il y ait de la lumière, mais voilà qu'à tout cela, les humains ont ajouté des conditions complètement artificielles, des conditions conventionnelles qui leur interdisaient de regarder certaines choses ou d'entendre certaines choses ou d'aller dans certains endroits. Donc c'est tous ces interdits qui sont complètement arbitraires, hein, tous ces interdits qui n'existent pas par la nature, qui ne relèvent pas de la nature. Et il poursuit, les choses dont les lois détournent les humains, hein, donc les choses qui sont interdites par les lois, ne sont en rien plus agréables ni plus familières par nature que celles vers lesquelles elle les pousse. Alors ça, c'est vraiment important comme phrase. Parce que c'est quoi les choses dont les lois détournent les humains? C'est voler, tuer, etc. Et que dit Antiphon ici? Voler et tuer, c'est pas quelque chose qu'on fait plus volontiers naturellement que le contraire. Il n'y a aucune raison de penser que sans les lois, et donc rendues à la simple nature, nous passerions notre temps à nous nuire les uns aux autres, à commettre tout ce qu'interdit la loi. Et ça, c'est vraiment une phrase importante, parce qu'on va voir beaucoup de conceptions, au contraire, de la nature, enfin, de la loi comme protégeant les hommes contre l'état de nature, étant entendu que l'état de nature, c'est un état où tout le monde se bat contre tout le monde, où on cherche constamment à nuire aux voisins et dont il faut absolument se protéger. Eh bien, Antiphon dit le contraire. Ça, c'est vraiment précieux, parce que c'est rare. Antiphon dit le contraire, il dit il n'y a aucune raison de croire qu'on est plus poussé naturellement vers ce qui est interdit par la loi, hein, donc vers ce qui est considéré comme nuisible pour les autres, ou comme injuste, ou comme... Pourquoi on serait plus poussé à ça qu'au reste, hein, qu'à ce qu'au contraire favorise la loi? Donc vraiment, j'attire votre attention vraiment sur cette phrase importante. Et on voit aussi que la nature, elle n'enjoint rien, donc elle n'ordonne rien ni n'interdit rien de façon morale. Il n'y a aucune intervention de la morale dans ces coutumes que nous avons héritées de la nature.
Donc dans le fait de ne pas se jeter dans un précipice, il n'y a rien de moral. Ce n'est pas quelque chose de permis ou d'interdit. On n'est pas dans quand on est dans les injonctions de la nature, ce n'est pas du permis ou de l'interdit. C'est comme il dit, du possible ou de l'impossible, ou du nécessaire. Mais voilà, on n'est pas du tout dans le registre moral. Alors que les hommes, à partir du moment où ils ont institué des tas d'interdits pour nos fonctions pourtant naturelles, ils les ont institués pour des raisons. Pourquoi le permis et l'interdit? Ou bien morale, ou bien religieuse, mais de toute façon non naturelle. Je poursuis encore. Vivre et mourir appartiennent à la nature. Donc c'est tout aussi naturel de mourir que de vivre. Donc il y a du bien et du mal dans la nature. La nature n'est pas non plus uniquement un principe de bien. Je veux dire, la nature pour nous, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Enfin, selon notre propre sentiment. Donc vivre fait partie des choses avantageuses pour eux, c'est les humains dont il a parlé, avantageuses pour les humains. Mourir fait partie des choses désavantageuses. Mais les choses avantageuses établies par les lois sont des entraves pour la nature, tandis que celles de la nature sont libres. Qu'est-ce que c'est que les choses qui sont considérées comme avantageuses ou utiles pour les lois? Eh bien, c'est tout ce qui est avantagé socialement. Tout ce qui est avantagé socialement. Et bien souvent, ce qu'on valorise socialement, ce sont des choses qui supposent un sacrifice du côté de nos fonctions naturelles. Au nom du devoir, par exemple, on renonce à certaines jouissances. Ou on s'efforce de faire certaines choses pénibles, par devoir, ou pour le plaisir de la reconnaissance sociale, c'est la même chose. C'est aussi une convention sociale, la reconnaissance. Ce qui va nous apporter de la gloire ou de l'approbation, on le fait pour ça, même si c'est pénible pour nos fonctions naturelles. Alors ça peut aller jusqu'au sacrifice de la vie, évidemment. Donc par devoir pour la cité, on doit se sacrifier en allant combattre l'ennemi. Donc c'est tout à fait contraire à la nature, ça. Et c'est ce qui est considéré comme utile et avantageux par la loi. C'est valorisé par la cité. Et donc les cités, évidemment, instaurent toutes sortes de reconnaissances, des médailles, des cérémonies, des récompenses posthumes, enfin toutes sortes de choses pour récompenser le mal qu'elles font en envoyant les gens au casse-pipe pour la patrie. Donc on voit bien pourquoi ce sont des entraves pour la nature. Il y a beaucoup d'institutions et donc de récompenses, même de récompenses sociales, qui sont en fait complètement contre la nature. Et si l'on raisonne bien, les choses qui nous font souffrir ne profitent pas plus à la nature que celles qui nous réjouissent. Et ce qui nous est désagréable n'est pas plus avantageux que ce qui nous est agréable. Car les choses vraiment utiles ne doivent pas nuire, mais servir. Donc du point de vue de la nature, elle ne va jamais nous demander de souffrir. C'est vraiment quelque chose de conventionnel, dire il faut que tu souffres pour obtenir ceci ou pour... Voilà. Mais la nature, jamais. Elle ne nous demande jamais de souffrir. Alors bon, parfois, oui, c'est elle qui envoie aussi les accidents, les maladies, la mort, mais il n'y a jamais l'idée que souffrir est utile à quelque chose. Jamais la nature ne nous dit souffrir est utile à quelque chose. C'est toujours désavantageux. Même chose pour l'agréable. Donc, il ne devrait pas, il n'y a pas du point de vue de la nature, d'opposition entre ce qui est utile et ce qui est agréable. Et ensuite, il passe à quelques exemples d'attitudes qui sont reconnues à l'époque, donc reconnues dans le cadre de cette culture, comme justes, comme particulièrement justes. Tous ceux qui, ayant subi un mal, rendent de l'appareil sans avoir commencé. Donc, on a commis, je ne sais pas, ça peut être un vol, une blessure à votre encontre. Vous pouvez obtenir réparation, mais ce n'est pas vous qui avez commencé, et en attendant, le mal, vous l'avez subi. Donc, c'est quelque chose qui est dommageable. Il valait mieux ne pas le subir du tout. Le fait de se venger ou d'obtenir le châtiment du coupable ne change rien au fait que le mal, vous l'avez subi. Donc, mais c'est considéré comme... on considère que justice est faite si le coupable a été puni. Donc, du point de vue de la nature, on voit bien que c'est désavantageux. Le seul avantage, ce serait de ne pas avoir reçu le mal, bien sûr. Alors, tous ceux qui font du bien à leurs parents, même quand ils sont mauvais. Alors ça, c'était quelque chose d'absolument sacré dans la Grèce ancienne, c'est le respect dû aux parents. Et donc, même quand on avait de mauvais parents, il était absolument hors de question
de leur rendre l'appareil. Hein, il n'y a rien de plus scandaleux que de frapper son père, mais être frappé par son père, ça, il fallait le subir. Ensuite, tous ceux qui laissent les autres les accuser sous serment, mais ne le font pas eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi une règle de droit. Voilà, bon, serment, on suppose que c'est un parjure, un faux serment, etc. Bon. Mais bon, c'était la règle des tribunaux. Voilà comment se défendre mais on va y revenir à ce problème de comment se défendre contre faux témoignages, contre des coupables habiles. Bon. De ces exemples, on pourrait en trouver beaucoup qui sont en conflit avec la nature, hein, puisque chaque fois on subit un dommage. Car dans tous les cas, on souffre plus alors qu'il est possible de souffrir moins. On a moins d'agréments alors qu'il est possible d'en avoir plus. On subit des maux alors qu'il est possible de ne pas en subir. Si donc, à ceux qui suivent ces exemples, un secours venait des lois, donc si les lois pouvaient secourir, compenser par conséquent hein, ce qu'on subit comme maux, et un dommage à ceux qui ne les suivent pas mais s'y opposent. Si c'était le cas, obéir aux lois ne serait pas sans utilité. Donc les lois pourraient compenser le dommage qu'on subit par ailleurs naturellement. Mais en réalité, on va s'apercevoir que les lois sont impuissantes. En réalité, il apparaît que pour ceux qui les suivent, donc qui suivent ces attitudes considérées comme justes, le droit issu de la loi est insuffisant à les secourir. En effet, d'abord, il laisse la victime subir et le coupable agir. Ah oui, parce que la loi, enfin le droit, l'institution judiciaire, elle intervient après que le dommage a été fait. Mais en attendant, vous l'avez subi quand même, et si vous êtes mort, ça vous fait une belle jambe que le coupable soit puni. Ah, donc, c'est beaucoup mieux de se fier à la nature et d'éviter le mal, éventuellement en frappant le premier. Ça vaut beaucoup mieux que de se dire « la loi me vengera ». C'est la logique, hein, donc c'est vraiment une opposition entre deux logiques, hein, comme vous voyez. Donc, et ensuite, donc plus tard, il n'empêche pas, donc c'est le droit issu de la loi, il n'empêche pas la victime de subir ni le coupable d'agir, car pour fixer le châtiment, donc au moment du procès, pour fixer le châtiment, il n'assiste pas plus particulièrement la victime que le coupable. La victime devant persuader les juges qu'elle est victime, et le coupable pouvant rejeter l'accusation, de telle façon que le discours le plus persuasif l'emporte. Donc voilà, l'égalité, hein, l'égalité légale, c'est quoi? Chacun a le droit de se défendre, chacun a le droit de plaider, et celui qui l'emporte, c'est celui qui convaincra les juges. Mais ce sera parfois le coupable qui convaincra les juges, et simplement la victime moins habile qui subira alors un deuxième dommage de la justice elle-même. Donc vous voyez, terrible critique contre l'institution judiciaire, et alors de nouveau, étonnante de la part d'un sophiste, puisque les sophistes, on les a vus jusqu'ici, trouver extraordinaire le pouvoir de la parole, de la persuasion, trouver que c'est... Enfin, plutôt se réjouir de ce pouvoir de persuasion. Là, on n'a pas l'impression qu'il s'en réjouit. Ou peut-être qu'il se dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, on est bien obligé de faire avec, alors autant apprendre à être le meilleur possible. Hein, c'est aussi évidemment un argument pour se dire, malheureusement la situation est comme ça, mais comment se débrouiller dans ce monde hein, avec une telle institution légale, il n'y a pas d'autre moyen que de devenir le plus habile. Donc ce n'est pas le cas si on vivait dans l'état de nature, mais là on est obligé d'être le plus habile parce que sinon, même en étant dans son bon droit, même en étant le plus juste, on va subir tous les dommages. Ah, c'est très impressionnant. On va y revenir, je vais juste encore un tout petit peu continuer et puis pas de problème, on pourra discuter autant qu'on veut. Donc, juste vous faire remarquer ceci, c'est que cette théorie d'Antiphon, on en retrouve de assez proche dans deux ouvrages de Platon. Le Gorgias, qui traite de la justice, et la République, les deux premiers livres de la République. Donc du Gorgias, il y a un extrait qui est là, mais je vais d'abord vous parler du premier livre de la République parce qu'il a l'air d'être encore plus proche de cet extrait, mais je voudrais vous faire remarquer la différence. Bon, bien sûr, c'est une mise en scène de Platon. Les personnages sont parfois des personnages réels, mais même dans ce cas, le dialogue est fictif.
Et puis il y a aussi des personnages dont on suppose qu'ils sont tout à fait fictifs. Donc la mise en scène, c'est Platon. Mais Platon, manifestement, a vraiment voulu faire écho de toute une série de positions, de conceptions qui existaient à son époque, qui s'affrontaient à son époque. Et il ne faut pas se tromper sur le sens des premiers livres de la République. Il y a vraiment manifestement, Platon partage en grande partie les critiques qui sont mises dans la bouche de certains sophistes dans ce dialogue. Dans la République, vous avez en fait deux discours principaux avant que Socrate ne reprenne la question de la justice et fasse l'exposé proprement platonicien. Et ces deux discours préalables, c'est le discours d'un sophiste connu par ailleurs, donc c'est un personnage historique, qui s'appelle Thrasymach. Alors attention, les H et les Y, évidemment. Thrasymach. Et puis après, il va y avoir un deuxième discours qui sera celui d'un frère de Platon. Donc là, on voit que, puisque c'est un frère de Platon, c'est un personnage plutôt valorisé. Donc ce qu'il dit, Platon doit adhérer plus ou moins, en tout cas, à ce qu'il dit. Et il s'appelle Glaucon. Voilà. Thrasymach, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Bon, je vous passe tout le début. Il y a d'abord tout un échange de répartie entre divers personnages et Socrate. Et puis à un moment, Thrasymach, il éclate, il n'en peut plus. Il dit: Socrate, tu es en train de pinailler et de nous entraîner dans des discours qui passent complètement à côté de la question. Moi, je le dis, et tout le monde le sait très bien ici, même si personne ne veut l'avouer. En fait, la justice, c'est quoi? C'est l'intérêt du plus fort. Voilà la conception de la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Et attention, il dit immédiatement qu'est-ce qu'il entend par là, c'est-à-dire de ceux qui sont au gouvernement. Donc, on n'est pas ici dans la justice naturelle ou dans l'état de nature, on est dans la justice instituée, la justice positive, la justice des cités, des lois. Cette justice-là, dit Thrasymach, c'est celle du plus fort, parce que c'est celle de ceux qui sont au gouvernement. Et que vous preniez n'importe quel régime, oligarchie, aristocratie et même démocratie, ceux qui font les lois, ils les font toujours à leur avantage. Donc, ce qu'on appelle la justice, ce corpus des lois, c'est l'intérêt du plus fort. Le plus fort l'a fait dans son intérêt. Et donc ici, c'est le plus fort politique. C'est le plus fort politique, c'est celui qui a le pouvoir. Et Glaucon, qui répond ensuite à Thrasymach, ne le contredit pas. Il donne il énonce un autre aspect, en fait, un petit peu de la même thèse, en se plaçant du point de vue du sens commun, en disant, mais la plupart des gens, comment est-ce qu'ils considèrent la justice? Ils considèrent que la justice est quelque chose de pénible à exécuter, de pénible à respecter, mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire parce que s'il n'y avait pas les lois, eh bien, tous les gens se nuiraient les uns aux autres. Précisément, c'est là qu'est introduite cette fameuse conception de l'état naturel des hommes. Donc ici, c'est la nature humaine qui est en cause, de l'état naturel des hommes, qui est que si on n'a pas quelqu'un qui nous en empêche par contrainte, par force, on se nuit les uns aux autres, on n'a que ça comme désir. Et donc ça, c'est le discours que Glaucon attribue au sens commun. Il dit, c'est ce que tout le monde pense, qu'on a besoin de la justice, des lois, donc des contraintes, pour nous empêcher de nous nuire constamment les uns aux autres, de commettre des injustices les uns vis-à-vis des autres. Et donc, ajoute-t-il, chaque personne, en fait, respecte les lois par impuissance. Mais si elle avait la puissance de ne pas les respecter et d'échapper au châtiment, elle le ferait. Et donc il dit ça, c'est pour tout le monde, ce serait le cas pour tout le monde. Et il fait d'ailleurs allusion à un mythe, une légende sur un berger qui aurait découvert un anneau magique qui lui donne le pouvoir d'invisibilité. Et donc par ce pouvoir d'invisibilité, ce berger serait entré dans le palais royal, aurait assassiné le roi, séduit la reine et se serait mis à régner avec la reine et donc serait devenu un tyran bienheureux. Mais vraiment le mythe sert à dire, enfin la légende sert à dire n'importe qui aurait fait pareil. N'importe qui d'entre nous, s'il trouvait un anneau, donc s'il avait le moyen d'obtenir tout ce qu'il veut et de ne pas être puni, il l'utiliserait. Donc la justice est vraiment une contrainte pour empêcher une nature mauvaise, une nature mauvaise de l'homme.
C'est assez remarquable et le contraste, comme vous voyez, avec le fragment d'Antiphon est assez remarquable. Après Platon, à l'époque hellénistique, les épicuriens et les stoïciens vont revenir à l'idée d'une nature qui n'est pas particulièrement mauvaise. Alors, ou bien elle est à peu près neutre, ou bien au contraire, elle peut nous donner des injonctions positives. Mais cette idée d'une nature mauvaise, on va la retrouver évidemment à l'époque moderne. Hein. C'est plutôt la théorie de Hobbes, hein, le contrat social est nécessaire. Pourquoi? Parce que sinon les hommes s'entretuent. Hein. Il n'y a que la contrainte qui les empêche de s'entretuer. Donc, conception pessimiste de la nature humaine. Alors que la conception d'Antiphon, je pense qu'elle correspond plutôt à ce qui sera à l'époque moderne, celle de Rousseau. C'est-à-dire que la nature ne nous dit rien de moral, elle nous donne l'instinct de survie, et il n'y a aucune raison de penser que les hommes dans l'état de nature passent leur temps à s'agresser les uns les autres. C'est une nature plutôt neutre, ou plutôt... bon, si ce n'est évidemment pour défendre sa propre survie. Qu'est-ce que je voulais encore dire à propos de Thrasymach encore dans ce dialogue? Oui, et donc la théorie du contrat social apparaît dans cette réponse de Glaucon parce qu'il dit exactement ça, par impuissance, les hommes, à un certain moment, se sont accordés et ont convenu ensemble d'un pacte, un pacte de non-agression. Et c'est ça qui a donné les lois. Donc l'origine des lois, elle est là. Hein, c'est vraiment une théorie du contrat social. Il y a eu contrat de non-agression entre les gens parce que chacun avait trop peur de se faire agresser et vaincre par les autres. Et c'est alors que c'est intéressant de comparer avec le discours dans le Gorgias, c'est le dernier extrait. Le discours dans le Gorgias, donc le Gorgias se situe un petit peu avant la République, dans l'œuvre de Platon. Et il est mis dans la bouche d'un certain Calliclès, dont on n'est pas sûr que c'est un personnage historique. C'est possible que c'était un sophiste, mais on n'est pas sûr. C'est peut-être un personnage tout à fait fictif. Bon, en tout cas, ce qu'il dit, on ne le retrouve chez personne d'autre de connu. On va dire, ça ne correspond à aucun fragment connu. Et donc, c'est le discours, sans doute... enfin, vous allez voir à qui ça vous fait penser. Je suis curieuse de voir si vous reconnaissez. Le plus souvent, la nature et la loi se contredisent, donc ça commence comme chez Antiphon, mais vous allez voir, c'est différent. Selon la nature, en effet, ce qui est le plus laid, c'est toujours le plus désavantageux. Ce qui est le plus laid, c'est toujours le plus désavantageux, c'est subir l'injustice. Selon la loi, c'est la commettre. La subir n'est même pas le fait d'un homme, c'est bon pour un esclave, à qui la mort est plus avantageuse que la vie. Donc par nature, personne ne veut subir l'injustice, si ce n'est un esclave qui est déjà dans une vie tellement misérable que ça ne change pas grand-chose pour lui, voire la mort serait une délivrance. Donc, et qui, contre l'injustice et les mauvais traitements, est sans défense, à la fois pour lui-même et pour ceux qui l'aiment. La loi, au contraire, est faite par les faibles et par le grand nombre. Alors attention, je vous rappelle, hein, le discours de Thrasymach, contrat social, la loi est faite par qui? Par tout le monde. Tout le monde se dit... Nous avons intérêt à passer un contrat entre nous pour ne pas nous agresser et tout le monde va y gagner. Ici, ce n'est pas la même chose, c'est par les faibles. Ce sont seulement les faibles qui ressentent le besoin de se protéger par la loi parce qu'ils ne peuvent pas se protéger par leur nature. C'est donc par rapport à eux-mêmes et en vue de leur intérêt personnel qu'ils font la loi et qu'ils décident de l'éloge et du blâme. Là, par contre, ça rejoint le discours de Thrasymach, la loi, c'est toujours l'intérêt... Alors ici, ce n'est pas l'intérêt du plus fort. Alors, c'est l'intérêt du plus faible par nature qui arrive à s'imposer d'une autre façon, à être le plus fort d'une autre façon. Ou bien parce qu'il arrive à imposer une démocratie, et donc la démocratie c'est la loi du grand nombre, ou bien parce qu'il y arrive par la morale. Mais ça, ce n'est pas dans ce texte-ci. Pour effrayer les plus forts, les plus capables de l'emporter sur eux, et pour les empêcher de l'emporter en effet, il raconte que toute supériorité est laide et injuste. Ah ben si, voilà l'attaque morale. Hein. L'habileté morale donc, qui institue les lois, c'est celle-ci. Il raconte que toute supériorité est laide et injuste, et que l'injustice consiste essentiellement à vouloir s'élever au-dessus des autres. Quant à eux, il leur suffit, j'imagine, d'être au niveau des autres sans les valoir. Donc le texte grec est très clair par rapport à ça. Bon, là, j'ai repris la traduction des belles lettres, donc la collection bilingue, là.
mais la traduction est souvent un petit peu éloignée du texte. Le texte dit vraiment « Il leur suffit de jouir de la même condition sans la mériter. » Ils jouissent de la même condition sans la mériter, puisqu'ils n'ont pas de qualité personnelle. Voilà pourquoi la loi déclare injuste et laide toute tentative pour dépasser le niveau commun, et c'est cela qu'on appelle l'injustice. L'injustice consiste à être au-dessus du niveau des autres. Mais la nature elle-même, selon moi, nous prouve qu'en bonne justice, celui qui vaut plus, et donc là le grec dit celui qui est le meilleur, doit l'emporter sur celui qui vaut moins, le capable sur l'incapable. Elle nous montre partout, chez les animaux et chez l'homme, dans les cités et les familles, qu'il en est bien ainsi, que la marque du juste, c'est la domination du puissant. Alors de nouveau, la traduction plus littérale, c'est que le plus fort commande. Il est juste selon la nature que le plus fort, ou auparavant il a dit le plus capable et le meilleur, commande sur le faible, et sa supériorité admise. De quel droit en effet Xerxès, donc Xerxès était un des rois perses, vint-il porter la guerre dans la Grèce, ou son père chez les Scythes? Et combien de cas semblables on pourrait citer? Donc le droit de la guerre, c'est quoi le droit de la guerre? C'est... alors là, Platon, depuis longtemps, il ne se fait aucune illusion sur le droit de la guerre. Déjà dans l'Alcibiade, qui est un de ses tout premiers dialogues, il faisait dire à Alcibiade, à propos des raisons des guerres, que, en fait, toute cité, quand elle agresse une autre cité, s'arrange toujours pour faire passer l'autre comme coupable, pour dire qu'elle a été la première offensée, qu'on lui a nui, ou bien que l'autre fait quelque chose de très grave et qu'il faut absolument l'en empêcher. Bref, on justifie toute guerre au nom de la justice. C'est justice que d'aller faire guerre contre cette cité-là, alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est faux et qu'on fait la guerre pour son propre intérêt. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans l'Alcibiade de Platon. Chaque cité sait très bien qu'elle fait la guerre pour son propre intérêt. Bon, donc ici, évidemment, il y a aussi une dénonciation de cette hypocrisie, de la justice affichée par les cités. Nous prétendons être justes, et en fait, nous savons très bien, en réalité, que nous sommes totalement injustes. C'est aussi quelque chose qui apparaît très bien dans Thucydide, dans toute son histoire de la guerre du Péloponnèse. Il y a plusieurs exemples où les protagonistes avouent tout à fait clairement que le droit, par exemple, de massacrer toute une cité vaincue, c'est le droit du plus fort. C'est comme ça, nous avons vaincu, nous sommes les plus forts, c'est nous qui décidons si c'est juste ou injuste de vous massacrer tous. Tout ça a été extrêmement bien partagé et compris à l'époque. Donc ça devenait difficile de défendre une autre justice par conséquent. Donc vous voyez que tous ces auteurs s'accordent en fait sur leur critique de l'époque, sur leur critique de comment fonctionne la loi, l'impuissance de la loi, l'hypocrisie de la loi, l'hypocrisie de la cité. Tous s'accordent là-dessus. Platon aussi. Platon dénonce tout ça. Les sophistes dénoncent tout ça. Alors, on termine. Mais tous ces gens-là agissent, à mon avis, selon la vraie nature du droit. Et par Zeus, selon la loi de la nature. Donc, Calliclès, son discours, c'est que la loi de la cité ne reconnaît pas ça, mais en réalité, cette agression-là, cette agression que les plus forts se permettent par rapport aux autres, aux plus faibles, c'est la loi de la nature. Et voilà introduite pour la première fois cette expression, la loi de la nature. Cette expression figure là pour la première fois chez Platon. Ce serait la loi de la nature, donc, mais dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas Platon. Ça consiste à dire sans en avoir honte, sans essayer de le dissimuler, que le droit c'est celui du plus fort. Mais cette fois-ci c'est le plus fort naturel, vous voyez, c'est vraiment le plus fort naturel. C'est plus celui qui a réussi à être au pouvoir parce qu'on est dans tel ou tel régime. Et donc ça se poursuit. Bien que ce soit peut-être contraire à celle que nous établissons nous, donc à la loi positive, et selon laquelle nous façonnons les meilleurs et les plus vigoureux d'entre nous, les prenant en bas âge comme des lionceaux, pour nous les asservir à force d'incantations et de momeries, en leur disant qu'il ne faut pas avoir plus que les autres, et qu'en cela consiste le juste et le beau. Mais qu'il se rencontre un homme assez heureusement doué pour secouer, briser, rejeter toutes ces chaînes, je suis sûre que foulant aux pieds nos écrits, nos sortilèges, nos incantations, nos lois toutes contraires à la nature, il se révolterait,
se dresserait en maître devant nous, lui qui était notre esclave, et qu'alors brillerait de tout son éclat le droit de la nature. Donc voilà le discours le plus violent qu'on puisse repérer dans toutes ces œuvres de cette époque, le discours le plus violent qui affirme totalement que le seul droit en fait qu'il reconnaît, c'est le droit du plus fort au sens naturel du terme, qu'en réalité les cités le pratiquent sans le reconnaître, donc voilà la nuance, le pratiquent mais ne le reconnaissent pas, et que quand on essaye par l'éducation de domestiquer, de moraliser les jeunes, on le fait contre la nature. Voilà. Mais donc on va revenir à ça. Alors ce sera dans 2 semaines parce que là on passe les 2 semaines de vacances scolaires. Ce sera le 7 mai. On va revenir à ça avec d'autres textes, en cherchant d'autres sources pour d'autres sophistes, pour comparer. Mais vous voyez déjà qu'il y a plusieurs positions légèrement différentes. Une qui considère que la nature ne nous donne que des nécessités et qu'il faut les respecter pour survivre. Que la loi est totalement arbitraire, qu'elle introduit des tas de permis et d'interdits qui sont tout à fait inutiles du point de vue de la nature, que la nature ne nous pousse pas à commettre des exactions, donc finalement il n'y a pas besoin des lois, en quelque sorte. Antiphon, au fond, dirait l'état de nature, il est vivable, il n'y a pas besoin de loi, au fond. Et c'est ce qui va avoir le plus de succès à l'époque suivante, donc à l'époque hellénistique. C'est assez proche d'Épicure, en somme. Alors l'autre position, c'est celle qu'on a vue dans la République de Platon, c'est les lois telles qu'elles sont favorisent le plus fort, favorisent celui qui est au pouvoir et qui les a édictées. Et puis il y a la position de Calliclès, le seul droit qu'on reconnaît, c'est le droit du plus fort au sens naturel du terme. Voilà. On va voir encore d'autres subtilités et d'autres rapports alors avec la démocratie dans les séances suivantes. Merci. Ah oui, oui, signaler que Rousseau dit l'homme est né bon. Oui, oui, c'est pas si bon que ça en fait. C'est plutôt un état de solitude et d'autosuffisance, tel qu'il n'est ni particulièrement attiré par ses semblables, ni particulièrement agressif envers eux. Et c'est vrai chez Rousseau, il y a quand même 2 sentiments innés et universels qui sont donc d'une part l'instinct de survie et d'autre part, il est vrai, la solidarité d'espèce, là, ou ce qu'il appelle la pitié, donc le fait quand même de ressentir le besoin de venir en aide à un semblable qu'on voit souffrir. Donc c'est vrai qu'il ajoute ça, et ça c'est beaucoup d'ajouter ça par nature, d'ajouter que la nature pousse vers ça. Mais ce sera le cas d'Épicure aussi. Et que bien entendu, la société, avec tous ses artifices, sa fausse morale, son hypocrisie, etc., détruisent cet état de nature qui est préférable, oui. Enfin, ce n'est pas une opposition, comme parfois on exagère l'opposition, la nature est bonne, la société est mauvaise, c'est exagéré, je veux dire, elles ne sont pas au même niveau. Le niveau naturel n'est pas moral, tout simplement. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, quoi. Ce n'est pas moral, donc ce n'est ni bon ni mauvais moralement, c'est juste un état où chacun est un peu indifférent aux autres tant qu'il n'a pas de problème et qu'il n'est pas agressé. Ce dernier texte devait faire penser à un autre philosophe, je n'ai pas trouvé. Ouais, tu peux passer derrière. C'est peut-être plus faire pour d'anachronisme, mais surtout le début avec le fait que, simplement, la loi contredit, ralentit l'essor naturel des plus forts. Ça me fait penser à Ayn Rand, la théoricienne de l'ultralibéralisme. Oui. Et son concept qui est très en vogue chez les ultracapitalistes, c'est de l'égoïsme, je crois, l'égoïsme rationnel. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'appuie sur ces textes pour justifier le fait que toutes les lois visant à brider les plus forts n'est pas naturel et l'essor, on devrait laisser libre cours à l'essor normal de chacun des plus forts à aller le plus haut, quitte à s'appuyer sur les autres. Et ça m'avait fait penser à ce mélange, peut-être. En tout cas, ça m'avait fait penser à ce principe-là. Ouais. Mais bon, c'est relativement récent, ça c'est beaucoup de siècles plus tard. Oui. Moi, ça me fait penser aux philosophes qu'on a étudiés juste avant.
Oui, mais tu peux développer. Et la fait, ça me fait penser, dans ce qui est dit, c'est effrayant, mais c'est ce que disait Hitler. C'est vraiment, on est les maîtres et les autres sont des esclaves. C'est vraiment, il a lu aussi, il avait lu Platon, il avait lu les Grecs, ça c'est évident. Là. Ça me fait penser à l'actualité très récente. Quand Bush a dit qu'il y avait des armes chimiques en Irak pour déclencher une guerre, donc ça n'a pas beaucoup évolué depuis, c'est fabuleusement d'actualité. Et puis quand dans les fables de La Fontaine de Louis la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc les choses ont pas tellement changé finalement. Et puis il y a d'autres mensonges comme ça d'État, même sur la guerre de 14. Maintenant il y a des théories qui disent que c'est pas du tout ce qu'on croyait. Et l'agresseur se dit toujours agressé. Donc c'est universel. Et puis ça a traversé les temps et c'est extraordinaire ça. Alors c'est sûr que bien sûr j'avais à l'esprit aussi cette idée de guerre juste. Enfin, qu'est-ce qu'on nous a rebattu les oreilles avec des guerres justes, et c'était tout aussi trompeur que ce que dénonce Thucydide, en fait, c'est évident. Et aussi, alors il y a la question entre Nietzsche et l'ultralibéralisme. Alors ça, c'est important, effectivement, d'établir que le texte peut faire penser effectivement à ces deux théories. Et tout dépend, en fait, parce qu'elles ne se confondent pas tout à fait, tout dépend ce qu'on retient de ce privilège d'effort. Hein. Tout dépend de ce qu'on va mettre dans ce privilège d'effort, dans de ce qu'il faut laisser faire l'effort, de ce qu'il ne faut pas brider chez les plus capables ou chez les meilleurs, ce qu'il ne faut pas brider, sinon on commet une injustice envers la nature. C'est dans le contenu de ce qu'on va mettre dedans qu'il se différencie l'un et l'autre. Pour l'ultralibéralisme, ça sera bien sûr celui qui est le plus capable de réussite sociale dans les conventions actuelles de la réussite, hein, c'est-à-dire faire le plus d'argent, exploiter le plus de monde, etc. Alors que pour Nietzsche, ça sera celui qui est le plus capable de créer autre chose, de faire une œuvre particulièrement brillante dans un domaine quelconque. Et donc, ce sera le capable, le meilleur et le plus fort de tout autre domaine que le domaine de la réussite sociale, en tout cas au sens matériel du terme. Mais c'est vrai que la formulation peut être la même. Et c'est vrai que bon, cette théorie que ce sont les faibles, ce n'est pas tout le monde qui a conclu le contrat social, mais ce sont seulement les faibles qui ont conclu le contrat social contre les forts pour se défendre contre eux. C'est un petit peu différent. Et c'est vrai que ça, c'est la théorie de Nietzsche dans la généalogie de la morale. Hein, c'est que la morale et les lois, les deux, hein, aussi bien la morale que le côté juridique des lois, ont été fondées par les faibles pour se défendre des forts. Et la morale notamment pour les dévaloriser, pour leur faire perdre leur assurance en leur propre supériorité. Donc ça, je trouve, moi je suis certaine hein, que Nietzsche évidemment connaissait sur le bout des doigts ce discours, celui de Calliclès et aussi les autres, et que bien entendu, il le cite nommément en plus, voilà, bon, merci. C'est certain, mais avec cette grande différence qu'on peut le faire partir sur des chemins très 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 opposés dans les conséquences que ça entraîne pour la personne qui a envie de ne pas rester au niveau commun, mais de surmonter ce niveau d'une manière ou d'une autre. La manière dont elle le fera, c'est ça qui va être déterminant pour savoir si on est dans un système ultralibéral, donc dans l'exploitation, ou si on est dans un système où simplement on cherche à se distinguer d'une façon créative, quoi. Ouais. Autre chose ? Oui, moi je voudrais revenir un peu sur un antiphon et dire qu'il rompt un peu le charme poétique qu'on avait connu jusqu'à présent dans tes conférences. Je trouve que ça devient un petit peu trop quelque chose de présent et d'accessible directement. Moi je préférerais m'arrêter à la poésie des vieux pâtres grecs qu'on a connus jusqu'à présent,
Et je voudrais m'arrêter à Anaxagore parce que, comme par hasard, je ne sais pas, depuis peut-être que j'ai découvert ces vieux poètes de 2500 ans, il y a une exposition actuellement à Montpellier et j'ai lu un compte rendu dans un journal. C'est une exposition qui s'appelle « L'éther dans tous ses états ». Et l'éther, c'est la première fois que tu en parles, me semble-t-il, de ce mot. Oui, il se trouve chez d'autres, mais... On parlait à propos de Antiphon, que ça rappelait Nietzsche, mais dans l'article en question qui rend compte de l'expo, c'est dans Libération pour ne pas le citer, ils adorent les jeux de mots et ils parlent à propos de l'éther, de l'éternel retour. Donc ça nous rappelle aussi quelque chose, effectivement. Mais pour revenir à l'éther, c'est vrai que c'est beaucoup plus poétique et moi ça m'a beaucoup plus intéressé que l'Antiphon. Puisque tu parles de l'air et l'éther, je vais faire un peu le malin parce que je vais rendre compte un peu de ce que j'ai lu et ça peut peut-être vous intéresser. Et effectivement, l'éther au départ, c'est l'air respiré par les dieux, semble-t-il, dans cet article. L'air plus lourd que l'air léger que respirent les mortels. Et ce qui est étonnant, c'est que l'éther, on en a parlé depuis 2500 ans, quoi. Je veux dire, ça a permis, c'est le 5e élément pour certains, c'est de l'électromagnétisme, c'est ce qui explique ce que tu disais, l'existence du vide ou pas. Pour par exemple Einstein, c'est du superflu. On retrouve l'éther en physique, en pataphysique, en poésie. Donc c'est pour ça que je voulais redresser sur la poésie. On retrouve l'éther aujourd'hui extraordinairement, on appelle ça l'éthernet, parce que l'éther, on le retrouve dans le CAC 40, c'est tout un système qui permet effectivement de suivre l'évolution des valeurs dans le CAC 40. C'est aussi une valeur monétaire numérique, c'est extraordinaire. Tout ça, ça vient des poètes grecs. C'est ce qui explique aujourd'hui l'expansion, paraît-il, de l'univers. Donc moi, je veux rester effectivement sur le charme que tu nous as fait découvrir de ces vieux poètes. Je appelle ça des poètes parce qu'ils ont des intuitions extraordinaires. Ils écrivaient en poésie. Là, Antiphon, c'est plus de la poésie. Que je veux dire. Ça ressemble à Rousseau, effectivement, au contrat social. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, mais moi, je veux rester... et notamment sur l'éther, je trouve ce mot-là que j'ai complètement... auquel on n'a jamais fait attention. Et c'est un mot extraordinaire, l'éther. Je veux dire, c'est impressionnant. Et c'est ces vieux pâtres grecs, il y a 2500 ans, qui ont trouvé ça, donc c'est impressionnant. Et voilà, moi ce que je voulais dire. Et oui, merci pour ce discours éthéré, c'est ça qui me souffle. C'est vrai que l'éther a encore été utilisé au XIXe siècle comme ce qui pouvait se trouver dans le vide intersidéral et qui pouvait expliquer, parce qu'on avait besoin d'un porteur, de quelque chose qui porte, un milieu porteur pour certaines ondes. Voilà, on pensait qu'il fallait un milieu porteur et alors on a inventé le milieu éther. Voilà. Oui, parce que c'est volatile, parce que c'est plus volatile, sans doute. Ouais. Et d'ailleurs, Platon, dans son dialogue Cratyle, où il étudie toutes sortes d'étymologies, enfin il essaye de fabriquer toutes sortes d'étymologies pour montrer la naturalité du langage, il fait comme étymologie pour éther, il dit « aeiter », ça veut dire « qui court toujours ». Et voilà, donc ça te rajoute encore à ta poésie, tu vois, l'éther qui court toujours, mais ça... voilà. Oui, c'est parce qu'il est très volatile qu'on l'a appelé comme ça, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Voilà, en tout cas, bon, c'est la première fois que j'entends que c'est trop actuel, c'est grec, et que... Il faut... Mais les poètes ne pas les autres. Oui. C'est toujours sur Anaxagore. Il me semble que tu fais un commentaire où, je n'ai peut-être pas bien compris, où tu dis qu'Anaxagore proposerait une hiérarchie des infinis. Hein? C'est bien ça? Mais oui et non, ça dépend du fragment. Oui. Il me semble que c'est un peu 3. Oui. Et moi je trouve ça, comment dire, très... c'est une grande projection, puisque c'est quand même ce que Cantor va découvrir, la hiérarchie des infinis.
que tous les infinis n'ont pas la même puissance. Et je trouve assez remarquable que ça existe déjà et que ce soit au moins proposé, au moins pas empêché par ce que dit Anaxagore. Oui, c'est ça, on peut penser à effectivement une prémonition enfin, de ce qui va suivre, mais en même temps, c'est vrai que pour ne pas être anachronique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il découvrait une puissance extraordinaire dans cette notion d'infini, et il ne savait pas trop comment la manier, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait en dire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas en dire. Donc tantôt il dit que tous les infinis sont égaux, tantôt il dit au contraire qu'il y en a un qui est plus grand que les autres, et donc quand il dit justement l'air et l'éther dominent parce qu'ils sont plus nombreux que les autres, mais les autres sont infinis aussi. Donc on se rend compte qu'il découvre une puissance de la notion qui n'arrive pas à tout à fait, dans laquelle il n'arrive pas à mettre de l'ordre, à s'y retrouver, quoi. Donc on voit bien qu'il ne s'y retrouve pas, et donc il joue avec, alors ou bien volontairement, je ne sais pas, mais c'est intéressant comme jeu entre les différents infinis. Cantor qui met de l'ordre dans cette hiérarchie, ben, on devient fou, quoi. Enfin, la folie de Cantor, il est lui-même étonné par le fait que les infinis, qu'il y ait une hiérarchie des infinis. Oui, en tout cas, ce qu'on peut souligner je pense, enfin, ce que j'ai d'une manière générale à propos des présocratiques, c'est que rien ne les rebutait a priori. Hein, donc c'est que rien de ce qui apparaissait tellement contre-intuitif ou absurde ne les rebutait. Ça pouvait bien être ça. Hein, je pense que c'est ça qui a vraiment favorisé cet extraordinaire éclatement, foisonnement de conception, c'est que pourquoi pas. Une première chose, chaque fois que je viens ici, je suis absolument émerveillé, et puis le mot est trop faible, sur ce qu'on vient de dire là. Ces gens-là, avec leur pensée uniquement, ont réussi à percer des choses qui ont été soit démontrées, soit approchées après coup. De notre temps par les calculs, etc. Alors là, ça me dépasse complètement et enfin, ça me laisse vraiment admiratif et tout petit devant ces grands hommes enfin, qui avaient tout dans la tête. Vraiment. Une deuxième chose qui est moins philosophique. Socrate aurait été accusé, je pense qu'on peut le dire, a été accusé de corrompre la jeunesse et de dénaturer les lois, etc. Platon a repris, il a laissé les écrits. Mais pour avoir écrit des choses pareilles, il n'a pas eu des ennuis, non lui. Puisque Socrate a été poussé à la mort, hein, qu'est-ce qu'il en est advenu de Platon? Mais c'est l'art du dialogue. C'est l'art du dialogue. Si vous voulez cacher vos propos, vous les faites dire par un autre personnage et vous dites mais ça c'est le mauvais personnage, lui c'est le mauvais. Et c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Si vous regardez les commentaires, alors justement dans ces éditions des Belles Lettres, c'est très frappant parce que c'est vraiment fait à l'ancienne. Bon, ils ont gardé des éditions du début du XXe siècle, etc. Et donc c'est le commentaire très moralisant, etc. qui insiste sur le côté immoraliste des personnages et donc il les dénonce et donc en fait ça marche très bien, il suffit de mettre ce qui est dangereux dans la bouche d'un personnage plutôt qu'on va considérer comme condamnable et alors bien entendu dans la bouche de Socrate il va y avoir toute la suite sur la justice, donc essayer de réaffirmer la justice comme valeur absolue, essayer de miser sur l'éducation pour modifier
le psychisme des gens, les faire être véritablement justes, non pas pour la récompense sociale, non pas par crainte du châtiment, mais en eux-mêmes pour pour la beauté, hein, pour la beauté elle-même, etc. Donc le discours de Socrate, il est impeccable. Personne ne pourrait dire que c'est immoral, dangereux pour la cité. Ça, c'est celui qui est dans la bouche de ce personnage-là. Mais ceci dit, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, je pense qu'il faut vraiment lire La République, non pas comme on la lisait il y a un siècle, avec cette espèce de manichéisme, hein, Socrate, c'est la morale parfaite et les autres, c'est l'immoral parfait. Je crois que pour Platon, c'est pas ça, qu'il essaye justement de glisser dans la bouche des personnages, disons, un peu opposants, beaucoup de choses qu'il pense lui-même. Et que c'est habile, voilà. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il était menacé, bon, c'était un petit peu plus tard, il vit un peu plus tard, au IVe siècle, ça avait l'air d'être un peu calmé, cette folie-là, de condamner les gens pour si peu, mais en tout cas, voilà, c'est une mesure de prudence, de le faire dire par quelqu'un d'autre. Mais on sent bien, enfin, c'est pour ça que j'ai insisté aussi sur le fait qu'il y avait Thrasymachus et puis Glaucon. Et Glaucon, c'est le frère de Platon, c'est pas n'importe qui. Et son frère, il se réfugie derrière le masque du sens commun. C'est ce qu'on dit, c'est ce que la plupart des gens disent, c'est le sens commun. N'empêche, la plupart des gens disent que les lois, on n'y obéit que parce qu'on a peur du châtiment, et en réalité, voilà, si on pouvait être injuste et ne pas être châtié, on le ferait, quoi. Donc c'est terrible, en fait, cette pensée-là est terrible. Mais je pense que Platon l'a partagée. Oui, cette comparaison entre Platon et Socrate, du point de vue de leur subversion respective, hein, me fait penser à une chose, mais je ne sais pas ce que ça vaut. La différence quand même, c'est que Socrate était un agitateur de rue. Ça, je pense que ça doit jouer sur, entre guillemets, la dangerosité, hein, je suppose. Oui, c'est vrai qu'il s'exposait beaucoup, hein. C'est vrai qu'il s'exposait plus que... Enfin, ceci dit, les écrits restent. C'est vrai qu'une conversation, on peut toujours dire la conversation n'est pas rapportée exactement comme je l'ai dite, etc. Les écrits restent. Donc, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux côtés. Mais il faut... Bon, alors sur cette accusation de Socrate, il est certain que ça reste assez mystérieux, c'est-à-dire qu'on est quand même assez convaincu, assez généralement convaincu qu'il y avait autre chose derrière ces accusations un peu trop légères, quoi, qu'il y avait autre chose, et que c'est vrai que Socrate avait déplu pour d'autres raisons, quand lui-même avait désobéi. Alors, il avait désobéi à certains ordres quand il était responsable, hein, il avait été tiré au sort pour être responsable de certaines choses, on lui avait donné des ordres, il avait refusé, mais au nom de la légalité, justement, parce que ce qu'on lui demandait était illégal, mais donc il s'était fait des ennemis, il avait beaucoup d'ennemis. Il a une manière d'attaquer des personnes par leur nom assez extraordinaire, parce que Platon attaque des conceptions, mais Socrate, il attaquait des gens par leur nom. Il a dû se faire une quantité d'ennemis mortels terribles, par son franc-parler, et donc que ces gens se soient vengés n'est pas si étonnant, et donc les motifs mis en avant étaient peut-être un peu des prétextes à des vengeances personnelles, parce qu'on n'en pouvait plus de ce gars qui dénonçait tout le monde à juste titre, hein, mais bon, qui le faisait tellement haut et fort et nommément. Merci. D'abord, je pense que Socrate n'a pas cherché à se défendre du tout. C'est en vivant sur tout ce qui pouvait séparer cette société et l'homme. Enfin, ce que je voulais revenir sur... donc j'ai découvert ce nom, Anaxagore, et quelque chose m'a un peu étonné, c'est que... Et sa théorie cosmologique, et à un moment donné, sa théorie sur la quadrature du cercle, il m'a fait penser à Cézanne, parce que Cézanne, en fait, vous savez qu'il voyait la nature des cônes, des sphères et des cubes, et en fait, pour dessiner une pomme, qui est peut-être pas, pour peindre une pomme, qui n'est peut-être pas forcément une sphère, mais enfin, on n'est pas loin, il a démontré que c'était une succession de petites lignes brisées. Et alors, quand vous nous avez dit qu'Aristote récusait cette non-géométrie, voilà. Merci.
Non, mais merci pour la comparaison. C'est sûr que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce n'est pas géométrique. Hein. Géométriquement, ce n'est pas correct. Mais il est vrai que dans l'expérience sensible, à un moment, ça se confond. C'est certain que le trait sensible ayant une épaisseur, à un certain moment, masque le peu de distance qui reste entre la droite et le cercle. Alors que dans l'abstraction mathématique, en principe, ça ne pourrait pas être masqué. L'abstraction mathématique, la ligne mathématique n'a aucune épaisseur, donc elle ne pourrait pas former un ensemble confondu entre droite et cercle. Mais c'est vrai qu'alors en peinture, aucun problème. Voilà, c'est toute la différence entre l'abstraction mathématique et puis le trait réel, quoi, le trait physique, le trait, ou le trait de peinture, bien sûr. Parce que ça crée un espace, hein, c'est pas anodin. Cézanne ouvre la sphère dans l'espace du fond. Il fait rentrer le fond avec des lignes brisées. Oui, c'est ça, ça fait un autre raccord entre le... Ça fait un autre... ouais, ça forme un raccord progressif, ou c'est ça. Oui. Ouais, merci pour la comparaison. Bon, si on a épuisé le sujet pour cette fois-ci, donc je vous rappelle qu'on se retrouve le 7 mai avec, disons, la poursuite de cette problématique sur d'autres textes. Merci.